d'abord, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique, effectivement, de la formation en médecine, celle que je connais le mieux, mais qui, vous allez voir, va au-delà de la formation des médecins sur la question de la relation aux patients. De mon côté, effectivement, je suis rhumatologue, je suis médecin de la douleur, je dirige un service douleur, soins palliatifs, soins de support et éthique clinique au CHU de Nantes. Je suis professeur de thérapeutique et j'ai mis en place avec quelques collègues en 2018 un collège universitaire qui s'appelle le Collège universitaire de médecine intégrative et de thérapie complémentaire, le CUMIC. Que si certains d'entre vous sont intéressés, ils pourront aller jeter un œil sur notre site qui est cumic.fr parce que on souhaite élaborer un certain nombre de réflexions, de publications autour de ces sujets sur la médecine intégrative, dont je vais vous dire quelques mots, et les médecines complémentaires, en sortant, on va dire, du débat idéologique pour ou contre. Voilà, donc j'espère que tout ça va fonctionner. Oui, tout fonctionne, c'est formidable. Donc, au-delà de la question proprement psychothérapique qui vous intéresse, moi je vais quand même me préoccuper surtout pendant ce topo de l'enseignement sur ces médecines complémentaires et la question de la relation en médecine. Et effectivement, vous voyez, les chiffres sont assez éloquents, puisque concernant les thérapies complémentaires, dont l'hypnose, qui intéresse nombre d'entre vous, 40% des Français y ont eu recours l'année écoulée. Il y a un sondage Odoxa 2023 qui est très éloquent sur le sujet, 80% au cours de leur vie et 80% des patients avec cancer. Et c'est évidemment énorme. Et vous avez sans doute entendu ce type de phrase, je veux mettre toutes les chances de mon côté, ça ne coûte rien d'essayer. Et plus récemment, sans doute, des critères comme c'est plus éco-responsable et une certaine méfiance vis-à-vis des médicaments. C'est vrai que la France est championne du monde, comme vous le savez, de la prescription de psychotropes, mais plus généralement de médicaments. Et pour nos voisins, nos frontaliers comme la Suisse, l'Allemagne, les pays scandinaves, la Grande-Bretagne, on est beaucoup moins consommateurs de médicaments là-bas. Et donc, il y a une place plus grande, sans doute, à la relation et une façon de prescrire qui est moins automatique. Et sur cette capacité qu'auront les jeunes médecins à moins prescrire ou à savoir déprescrire, qu'il y a tout un champ d'intérêt. Grégoire, est-ce que vous pouvez me redire de combien de temps est-ce que je dispose exactement? Si ça va, 15 minutes max, ce serait À top. 15 minutes, ah oui, alors d'accord. Donc il Ça va faut. ou ça va pas? Non, non, mais je peux faire en 3 minutes, donc Non, non, 15. ok. Non, non, mais j'ai bien compris. Mais si c'est 15 minutes, effectivement, je vais effectivement essayer d'avancer plus vite. Alors, du côté des termes, puisqu'il faut bien commencer par savoir de quoi on parle. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de terminologies qui sont pas adaptées, médecine parallèle, médecine douce, médecine non conventionnelle, qui est le terme qui est utilisé par le ministère de la Santé et que nous-mêmes on critique, qui veut pas dire grand-chose puisque c'est une médecine qui serait non conventionnelle par opposition à une médecine conventionnelle qui, elle, n'a pas de définition univoque, puisque la médecine conventionnelle, c'est la médecine qui est sociologiquement admise dans un environnement donné. Donc, la médecine conventionnelle européenne n'est pas la médecine conventionnelle chinoise, par exemple. Donc, on va plus aller vers ces terminologies de médecine complémentaire, de médecine intégrative, en sachant que ces terminologies-là ne font pas consensus. Et nous, on pense que c'est pas tellement les thérapies elles-mêmes qui posent problème le plus souvent, c'est l'usage qui en est fait. Si on prend l'exemple de l'hypnose, bien un psychologue ou un psychiatre ou un psychothérapeute qui fait usage de l'hypnose, évidemment, ça ne sera pas problématique, tandis que un non professionnel de santé ou quelqu'un qui n'a pas de formation spécifique, qui s'auto-érige comme praticien de l'hypnose, peut en avoir un recours alternatif. Donc, c'est pas tellement la thérapie elle-même, entre guillemets, qui pose problème, c'est plutôt son usage.
Donc, je ne vais pas, puisque j'ai pas beaucoup de temps, m'apesantir trop sur la question des définitions, puisque je mettrai à disposition ce diaporama. Mais si on prend la définition actuelle d'une médecine complémentaire, vous voyez que si on interroge les différents praticiens qui y ont recours, ils mettent tous en avant la question du centrage sur le patient, la question aussi de l'alliance thérapeutique dont vient de parler celui qui me précédait, en sachant qu'il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans un certain angélisme. C'est aussi un des reproches qu'on peut faire aux tenants de la médecine intégrative, qui serait, voilà, nous qui faisons des médecines complémentaires, nous qui faisons des médecines intégratives, on écoute bien les patients, alors que les autres qui font de la médecine conventionnelle ne les écoutent pas parce qu'on retombe dans la dichotomie dont je vous parlais pour commencer, les pros, les anti, avec ceux qui seraient bien ou ceux qui seraient pas bien. Et on pense, nous, que du côté de la médecine intégrative, on peut avancer vis-à-vis de cette dichotomie. Donc voilà, les classifications proposées notamment par l'OMS, hein, vous voyez ces grands cadres, et notamment les approches psychocorporelles que vous connaissez, méditation, hypnose, yoga, qigong et autres, les médecines manuelles, et puis des systèmes médicaux hein, qu'on ne peut pas réduire à une approche voilà, comme un outil comme l'hypnose, hein, la médecine traditionnelle chinoise ou indienne, etc. Alors la médecine alternative, c'est pour nous, c'est autre chose, hein. C'est vraiment de s'inscrire résolument dans un champ qui est alternatif, c'est-à-dire de façon parallèle à la médecine conventionnelle ou pour détourner le patient de la médecine conventionnelle. Vous avez sans doute entendu parler de tous les débats qu'il peut y avoir à l'Assemblée nationale ou au Sénat ces dernières semaines du côté d'un projet de loi autour de des dérives thérapeutiques et sectaires hein, qui là encore fait beaucoup débat. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les approches alternatives peuvent être source de dérives, qu'elles soient dérives sectaires, charlatanesques ou thérapeutiques. Alors, quand Grégoire Vitry disait que voilà, on essaie de faire avancer un peu ce débat, vous avez vu, vous voyez en même temps sur cette diapositive que bien sûr on s'inscrit dans un environnement hein, qui est plutôt favorable depuis une dizaine d'années. Vous voyez, l'Académie de médecine dit d'abord qu'il y a une commission hein, qui est spécifiquement en charge de la réflexion sur ces médecines complémentaires. Les thérapies complémentaires doivent être enseignées dans les facultés de médecine et les instituts de formation professionnelle de santé en soulignant la question des intérêts potentiels et des limites. Et puis la conférence des doyens de médecine, très récemment en 2022, hein, qui plaide pour la mise en place progressive et éclairée d'une médecine intégrative, disant que les universités françaises sont là pour porter l'esprit des Lumières et qu'il faut sortir des dogmatismes pour ou contre. Alors, je vous disais tout à l'heure que les pays scandinaves, nos voisins suisses, allemands, les États-Unis, le Canada étaient très en avance, ou alors est-ce que c'est la France qui est très en retard? Mais en tout cas, il y a un vrai paradoxe français, avec d'un côté, vous avez certainement vu hein, le collectif No Fake Med qui dit il faut interdire, il faut arrêter d'enseigner l'homéopathie, il faut retirer leur titre de docteur en médecine aux médecins acupuncteurs. Seuls les médecins, sages-femmes et dentistes et vétérinaires ont le droit de pratiquer l'acupuncture avec le titre d'acupuncteur en France, mais le collectif No Fake Med, sans rechigner, propose qu'on leur retire leur titre car ils font une fake médecine. C'est assez simple à comprendre de leur point de vue. Et puis à côté de ça, vous avez la mission interministérielle de lutte contre hein, les dérives sectaires, bon, qui fait son boulot, hein, mais qui pointe, je vais revenir tout à l'heure, il y a un comité ministériel qui s'est mis en place autour de ces thématiques du coup en juin 2023 et la Mivilude est la gardienne avec les ordres de l'ordre et du fait qu'il faut protéger les patients contre les dérives et les risques. Bon, nous, notre groupe Collège Cumic,
on dit aussi que si 80% des patients qui ont un cancer se tournent vers les médecines complémentaires, si on suit ce raisonnement, c'est qu'ils doivent être idiots, parce que ça fait quand même beaucoup d'idiots en France qui considèrent que avoir recours à ces thérapeutiques, c'est prendre un risque important. Et quand je vous parlais de ce sondage Odoxa de 2023, eh bien, les Français sont justement pas idiots, hein. Ils voient bien les intérêts potentiels, les risques aussi, et ils voient aussi bien l'importance d'être dans une approche intégrative, c'est-à-dire, par définition, qui associe une approche en médecine conventionnelle et des approches complémentaires aussi validées que possible. Donc, médecine intégrative, c'est un terme qui est aussi volontiers galvaudé, hein. Il y a des tas de naturopathes divers et variés qui disent qu'ils font de la médecine intégrative comme si c'était, encore une fois, leur appartenance, alors que, vous voyez, moi, je suis pas, sûrement pas dans un discours prosélyte, que les médecins qui peuvent faire ci ou que les psys. Mais voilà, la médecine intégrative telle que proposée par les pays qui y ont recours de façon tout à fait officielle, hein, par exemple aux États-Unis, il y a une agence nationale, hein, qui s'appelle la CCMIH, hein, le Center for Complementary and Integrative Health, hein. Et donc c'est vraiment une agence nationale qui pilote ce recours à ces médecines et à la médecine intégrative comme la somme intelligente de la médecine conventionnelle et de médecine complémentaire. Simplement pour vous montrer qu'en Allemagne, hein, 70% des médecins ont au moins une formation en médecine complémentaire, hein. C'est assez spectaculaire. Donc le contexte international, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment une exception française. Et donc, parmi on va dire les pistes, au-delà de l'enseignement que je vais essayer de traiter en 5 minutes, hein, c'est déjà d'essayer de mettre en place un certain nombre de services qui vont proposer aux patients en milieu hospitalier, notamment, une approche en médecine intégrative. Alors nous, on a inauguré ce service douleur et médecine intégrative, soins palliatifs et soins et médecine intégrative en 2013. Il y a un institut à Bordeaux, hein, de médecine intégrative avec plusieurs praticiens de l'hypnose que certains d'entre vous connaissent sans doute. L'Institut Raphaël, bon, un service de médecine intégrative à Nice. Mais comme proposé par la conférence des doyens, on pense que comme pour la prise en charge de la douleur, comme pour les soins palliatifs, des structures, on va dire, un peu d'expertise, hein, de soins d'enseignement en recherche sur cette thématique peuvent être développées, notamment au niveau des CHU, bien que, évidemment, pas seulement. Alors, on parlait tout à l'heure des études de médecine et des évolutions des dernières années. Eh bien, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi cette évolution. On peut être bien sûr critique sur les différentes réformes, mais en tout cas, il a été mis en place dans toutes les facultés de médecine dès la fin de la première année de médecine, hein, des mini-entrevues multiples où les étudiants en médecine sont questionnés lors d'oraux qui ont un poids variable selon les facultés et sur des questions qui ne sont pas médicales. Donc, ils ont, comme avant, des questions médicales sous la forme de QCM. Mais le paradoxe français, c'était qu'on formait depuis 30 ans des médecins à l'entrée en médecine en fin de première année et à la sortie pour le concours de l'internat exclusivement sur des QCM. Évidemment, les QCM n'évaluent pas les compétences, on va dire, relationnelles des médecins. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même plutôt l'inverse. Et donc là, vous voyez, par exemple, à Nantes, 50% de la note finale, c'est le comportement, hein, et les réponses, y compris en termes de relations, hein, avec... c'est des patients simulés, hein, c'est pas des vrais patients qui sont en face des étudiants, mais à partir de sujets divers et variés l'étudiant est questionné, on observe la façon dont il appréhende la question dans sa complexité et dont il prend en compte les aspects relationnels. Donc ça, c'est la fin de la première année de médecine. À l'internat, vous voyez, juste avant, j'étais dans une réunion
de tous les collèges d'enseignants de médecine français. Et donc, on parlait de cette réforme qui comporte aussi, en fin de sixième année, pour le concours de l'internat, vous voyez, des examens dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui existaient depuis un petit moment déjà au Canada, en Suisse et ailleurs, qui sont ce qu'on appelle des examens cliniques orientés standardisés, des ECOS, où les étudiants, en plus, donc 70% de leur note à l'internat, ça reste des QCM, mais 30% de la note, ce sont des ECOS, c'est-à-dire, vous voyez, un certain nombre d'entretiens, hein, de stations, on appelle ça, avec ce qu'on appelle des patients simulés, qui sont soit des vrais patients, soit des gens qui jouent le rôle de patients. Et vous voyez que l'étudiant, hein, vous savez bien que l'étudiant va se préparer à ces concours et donc il va apprendre et se préparer à évidemment faire un examen clinique, une échonographie, mais aussi faire une annonce d'une maladie chronique ou une maladie grave, être dans une approche d'éducation, être dans la communication avec ses pairs et être capable de conduire un entretien avec un patient avec une empathie qui va être évaluée, hein, comme tout le processus, les 10 stations qu'il passe, on évalue, il y a 30% de la note qui prend en compte les compétences relationnelles du candidat. Et donc ça, c'est un changement assez spectaculaire. Donc je vous parlais de ce collège CUMIC, pas simplement pour faire du prosélytisme, mais parce qu'on a obtenu un certain nombre d'évolutions très sensibles du côté de la médecine intégrative et des thérapies complémentaires. On a obtenu la mise en place d'un item obligatoire, hein, c'est-à-dire que toutes les facultés de France doivent délivrer un enseignement obligatoire, hein, dont tous les étudiants en médecine de France doivent, pour la première fois depuis 2 ans, avoir un enseignement théorique sur l'utilité et les risques des principales approches complémentaires. Et en pratique, on leur donne des informations sur la méthodologie de la recherche dans ces domaines. Et le ministère de la Santé nous avait demandé de travailler sur 3 thérapies complémentaires et on a un peu dépassé le cadre puisque on évoque l'acupuncture, la médecine manuelle et les approches psychocorporelles et au sein desquelles on donne des éléments de compréhension aux étudiants sur l'hypnose et sur la méditation en pleine conscience. Par ailleurs, toujours dans le même ordre d'idée, mais en formation continue, ce collège a proposé des critères de qualité, des diplômes universitaires et diplômes interuniversitaires, puisque vous savez, vous avez peut-être vu les débats sur l'homéopathie, la suppression des diplômes universitaires d'homéopathie sous la pression de ce collectif NoFECMED. Eh bien, nous pensons que, et d'ailleurs la conférence des doyens a relayé ces critères qualité à tous les doyens, on peut tirer vers le haut les diplômes relatifs aux médecines complémentaires. Vous voyez, par exemple, à Nantes, moi, je dirige le diplôme universitaire d'hypnose, parmi d'autres diplômes, en proposant la participation active, bien sûr, avant tout, des thérapeutes de terrain, mais aussi d'universitaires, d'initiation à la méthodologie de la recherche sur ces médecines complémentaires pour que les étudiants soient critiques des thérapeutiques qu'ils apprennent à pratiquer et qui ne soient pas dans une approche même trop prosélyte ou miraculeuse. Voilà. Et puis, puisque le temps m'est compté, je vais bientôt m'arrêter. Du côté du troisième cycle, c'est-à-dire de l'internat, on a déposé un projet de formation spécialisée transversale, c'est-à-dire une formation de 1 année sur ces médecines complémentaires, la médecine intégrative. Alors, on a passé la première étape, hein, on a été auditionné par ceux qui pilotent le troisième cycle de médecine. Et donc, voilà, on est en train de faire une étude de désirabilité de cette formation. L'idée n'étant pas d'être compétitif pour un jeune médecin qui voudrait avoir une formation en hypnose ou en médecine manuelle ou en acupuncture. Il y a des diplômes universitaires pour ça, mais d'avoir davantage des jeunes médecins qui ont justement ce regard en matière de recherche, de mise en place de réseaux intégratif à voir avec, comme toutes ces formations spécialisées transversales, il y a un enseignement théorique et puis il y a 1 an de stage
dans des lieux de stage qui seraient des services de médecine intégrative dont j'ai parlé, des centres de la douleur, des services de soins de support, centres de lutte contre le cancer, probablement des services de psychiatrie, des unités de soins palliatifs, etc. Je termine du coup avec l'importance, bien sûr, de continuer à développer une recherche adaptée, mais ça, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure du centre de médecine intégrative aux États-Unis auquel sont adossés des financements pour promouvoir la recherche. C'est très difficile de faire de la recherche financée sur les médecines complémentaires en France. Il y a simplement l'Institut national du cancer qui a des appels d'offres dédiés aux médecines complémentaires. Bon, certains d'entre vous ont peut-être vu des positions médiatiques prises par le collège CUMIC en disant qu'il est temps d'accorder une place raisonnée. Alors le rédacteur en chef avait retenu le terme de médecine alternative alors que nous-mêmes avions rédigé le terme de médecine complémentaire. Donc vous voyez que, et c'était pas une erreur de leur part, les journalistes du Monde nous avaient dit que c'était beaucoup plus vendeur de mettre alternative, beaucoup plus générateur de tweets et de contre-tweets que d'écrire médecine complémentaire. Et je termine avec ce comité ministériel qui s'est mis en place en juin, avec, vous voyez, les ordres, l'INSERM, la Haute Autorité de Santé, la NSM, mais aussi les associations de patients, le Collège CUMIC que je préside, la lutte contre le cancer, ce fameux collectif No Fake Med, avec trois groupes de travail, la cartographie des pratiques, l'analyse des formations initiales et continues sur les médecines complémentaires, et puis l'idée de définir des parcours, c'est-à-dire comme sur le modèle, c'est ma dernière ligne de ma dernière diapositive, comme sur le modèle des soins de support en oncologie, vous savez que c'est des soins qui sont pris en charge par l'assurance maladie. Et bien là, l'idée, ça serait que dans une indication donnée, avec un praticien, on va dire, reconnu, c'est-à-dire titulaire d'une formation agréée par l'État, eh bien, il puisse y avoir, dans une indication donnée, par exemple de l'EMDR, dans un contexte post-traumatique, eh bien, que le patient puisse bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie de ces soins. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ce qui est clair, c'est que au travers de ces récentes évolutions que j'ai abordées rapidement, l'idée aussi, c'est bien de transmettre hein, la nécessité et l'importance de la relation en médecine, d'apprendre aux étudiants à co-construire un projet thérapeutique, de comprendre les bénéfices et les risques de toutes ces thérapeutiques non médicamenteuses et puis véritablement de promouvoir un enseignement universitaire qui soit en formation initiale et en formation continue, de promouvoir les parcours de médecine intégrative financés par l'assurance maladie dont j'ai parlé, et puis aussi à la fois innover et s'inspirer des expériences internationales, puisque je vous ai dit, la France est très en retard sur toutes ces approches de mon point de vue.